Dimanche 24 avril 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de Viva en version française. Dans les actualités de ce jour, la production d'électricité dans le district d'Ambatondjazak, région Alo-Chamangour, devra augmenter après l'installation de la centrale de production hybride à Tsarariv 53. Le besoin d'électricité à Ambatondjazak augmente actuellement, pourtant beaucoup de communes dans les environs n'ont pas encore d'électricité. L'installation de cette nouvelle centrale hybride a débuté aujourd'hui. Il appuiera la centrale de production qui fonctionne avec du carburant déjà en place, selon les explications. Aniana Martina. Tsarariv, dans le Foktan de Tanambeivav, est à 2 km de la ville d'Ambatondjazak. La centrale de production d'électricité, alimentée par l'énergie solaire, sera construite dans ce village. Une infrastructure mise en place par le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures. De plus, cet endroit n'a jamais bénéficié d'électricité, selon le chef du Fukuntani. 3240 panneaux solaires seront mis en place ici avec un total de 1,5 MW d'électricité produite. Elle sera complémentaire avec la centrale alimentée par du carburant. Cette centrale alimentera en électricité tous les foyers si la production de l'ancienne centrale sera dédiée aux entreprises et aux grands consommateurs d'électricité d'Ambatondjazak. La construction de cette centrale hybride sera d'une grande aide pour la Jirama qui produit pour le moment 2,2 MW selon les explications. Les travaux de construction de cette centrale solaire durera 3 mois. Il s'agit d'un projet dans le cadre du Vélera numéro 2 du président de la République, qui est l'énergie pour tous. Dans la page politique, les personnes qui travaillent pour l'intérêt de la population méritent qu'on les soutienne, selon la ministre de la Culture et de la Communication durant sa descente dans la région Bonglav vendredi dernier. Chacun devra faire preuve de solidarité, selon elle, pour que les travaux de développement avancent. Felana Rakotorsoul nous en dit plus. 90% des travaux mis en œuvre par l'État dans la région Bonglav sont achevés actuellement. Nombreuses sont les communes qui bénéficient des infrastructures à travers la collaboration de la région avec les maires, selon le gouverneur de la région Bonglav. Les personnes qui travaillent pour l'intérêt du peuple et qui ont des résultats dans sa circonscription méritent un soutien, selon la ministre de la Culture et de la Communication dans son discours durant sa descente dans la commune d'Ankeran Avarach, district de Tirun Mandid, région Bonglav, vendredi dernier. Une visite dans le cadre de l'inauguration du bureau de la commune d'Ankeran Avarach. De nombreux projets de développement ont été mis en œuvre dans la région Anos et durant ce mandat du président Indjirazuel, et cela avec une grande célérité selon le gouverneur de la région. Tous les secteurs ont eu leur part à travers la construction de diverses infrastructures du social à l'économie, selon toujours le gouverneur. Nombreuses sont les infrastructures qui ont été construites, mais beaucoup sont également en cours. Aucun district n'a été oublié, souligne le gouverneur de cette région. Concernant la situation météorologique, le centre du cyclone Jasmine a été localisé à 499 km à l'ouest-nord-ouest de Maintrand ce matin vers 9 h selon le rapport publié par le service de la météorologie. Il apporte avec lui un vent de 75 km/h avec des rafales de 105 km/h. Il se déplace vers le sud-sud-ouest durant les dernières 6 heures à une vitesse de 11 km/h. À cause de ce cyclone, il y aura une perturbation du climat en mer et au large de toute la côte ouest jusqu'à mardi. Pour l'instant, aucune annonce n'a été sortie concernant ce cyclone. Et selon le rapport de la situation de la Covid-19 publié ce jour, il n'y a aucun décès durant la semaine du 16 au 22 avril. Par contre, 17 personnes ont montré des formes graves de la maladie. 58 personnes suivent encore des traitements. 31 nouveaux cas de contamination à la Covid-19 ont été enregistrés durant cette même période, selon toujours ce rapport. 30 cas ont été enregistrés dans la région Analamang et un cas dans la région Atsnana.
Partant à présent à Ntirabe, étant donné le très bon niveau de la prestation des candidats lors de la finale du concours de chant La Voix d'Or 6e édition organisée par Viva, le jury a décidé que 3 candidats représenteront Ntirabe. Les détails avec notre correspondant à Ntirabe, Jameson Ranjanarmanan. Ce sont ces 19 candidats qui ont affronté le jury durant cette épreuve finale de la Voix d'Or 6e édition qui s'est tenue à l'Artel d'Ntirabe. La famille et les amis des candidats sont venus les assister et les encourager. Le concours a été serré et chaque candidat a montré ses talents. Selon le jury, la prestation des candidats d'Ntirabe s'est beaucoup améliorée. Le choix de ceux qui représenteront Ntirabe a été difficile. Après une concertation avec les membres du jury, il a été décidé que la ville d'Eau aura 3 représentants cette année. Les 3 lauréats ainsi que leurs proches ont laissé éclater leur joie suite à leur sélection. Le concours de chant La Voix d'Or s'est achevé aujourd'hui pour Ntirabe. Ce sera au tour de Fianarantsoa d'accueillir l'équipe de Viva la semaine prochaine. Et pour terminer cette page des informations locales, le groupe de chrétiens militaires ou VMK célèbre ses 60 années d'existence. Le VMK apporte du soutien moral et spirituel aux militaires et aux gendarmes ainsi qu'à leurs familles. En cette fin de semaine, un culte œcuménique a eu lieu à la chapelle militaire de Betungul pour marquer ce jubilé. Le thème de cette célébration est la lutte contre la corruption au nom du Dieu des militaires. Dans les actualités internationales, journée d'élection aujourd'hui pour les Français. Les premiers électeurs d'outre-mer et de l'étranger ont voté dès samedi. Décalage horaire oblige pour un scrutin présidentiel aux enjeux colossaux avant l'ouverture des bureaux de vote aujourd'hui matin en métropole. France 24. Ils ont ouvert le grand bal de ce second tour. Les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon, tout premier Français à glisser leur bulletin dans l'urne. C'est vrai que ça nous laisse un peu trop de temps à attendre les résultats de métropole. Mais pas le choix. Mais on est les premiers, on est contents. Lors des premières heures, une participation en hausse par rapport au premier tour. En Guadeloupe aussi, rendez-vous avec les urnes, le sentiment du devoir accompli, mais bien peu de conviction. Ça y est, j'ai accompli mon acte citoyen, mon devoir de citoyen. Et donc, voilà, advienne que pourra pour aujourd'hui. Plus de 600 000 Antillais sont appelés aux urnes. Pour certains, c'est une grande première, un jour quelque peu chargé en émotions. Cette année, c'est particulier. En plus, c'est ma première fois. Donc, ce qui fait on peut ressentir effectivement une espèce de pression parce qu'on se dit qu'on peut avoir le sort de la France entre nos mains, entre guillemets. Mais c'était une expérience très intéressante, en tout cas. Jour de vote aussi pour les Français de l'étranger, comme ici à New York, dans les magnifiques locaux du consulat. Toujours aux États-Unis, à Washington, berceau de la démocratie américaine. Une longue file d'attente de Français s'est formée dès le matin pour effectuer leurs gestes citoyens. Et alors que le taux de participation est d'une... Et depuis la mise en place du confinement début avril, 87 personnes sont mortes du Covid-19 à Shanghai. La capitale, Pékin, a appelé à agir sans attendre avec un rebond de cas positifs au Covid-19 dans la ville. France 24. Interdiction de se déplacer dans Shanghai. Pas d'exception pour plus de 4600 électeurs français ici, privés de scrutin. Leur frustration est immense. Moi, j'ai jamais raté une seule élection. Même les détenus qui sont en prison peuvent voter par correspondance, mais nous, les confinés, on n'a pas le droit de voter. Il y a 2 choix de société complètement différents. Je vis mal le fait de devoir en fait laisser aux autres ce choix-là. On pensait vraiment que le second tour, au moins, on aurait pu voter. Et malheureusement, en fait, depuis 2 semaines, depuis le premier tour, la situation n'a pas changé. Nous sommes tous toujours bloqués chez nous. Aucune sortie, sauf pour les tests PCR quasi quotidiens. Un enfermement total que certains Français veulent fuir.
Là, vous avez des situations extrêmement anxiogènes où les gens se sentent bloqués, enfermés. C'est une montée de la panique. Il faut absolument qu'on parte, il faut absolument qu'on parte, parce que Dieu sait si ça va durer encore plus ou pas. Et dernier bagage, c'est parti, direction l'aéroport. Partir de Shanghai, c'est un parcours du combattant. Expatrié en Chine depuis plus de 10 ans, Basile Demer a maintenant un aller simple pour Paris, mais il faut déjà atteindre l'aéroport. Et départ depuis 5 minutes et déjà premier contrôle. Seuls quelques taxis autorisés ont le droit de se déplacer. Coût du trajet, 200 € minimum. L'aéroport, lui, est désert, seulement 2 vols affichés. Pour le Français, partir, c'est un soulagement. C'est le fait de naviguer à vue. On se dit, bon, là, ça fait un mois, ok, c'est long, on travaille depuis la maison, mais combien de temps ça va durer? Donc, ça a été vraiment un pari de me dire, je partirai maintenant parce que dans peut-être 1-2 mois, la situation ne changera pas. Ce confinement sans fin et ses règles extrêmement strictes poussent au départ de plus en plus d'expatriés français et d'autres nationalités. Sur Internet ici, les groupes d'entraide se multiplient pour quitter Shanghai. Et ce week-end marque également la commémoration du génocide des Arméniens. Le 24 avril 1915 commençaient les massacres contre les populations arméniennes dans l'Empire ottoman, que la Turquie refuse toujours de qualifier de génocide. Samedi soir, ils étaient déjà des milliers à défiler et exprimer les craintes qu'ils ont aujourd'hui pour leur pays face à la Turquie et son allié Azerbaïdjan. Fin 24 toujours. Flambeaux et bougies à la main, ils sont comme chaque année des milliers à défiler jusqu'au mémorial des victimes de ce qui est le premier génocide du XXe siècle qui a coûté la vie à près de 1,5 million de personnes. La commémoration pèse toujours très lourd dans le cœur des Arméniens. Il est temps que la Turquie reconnaisse le génocide. On peut pardonner, oui, mais il faut qu'il s'excuse d'abord. C'est une journée de lutte et de réclamation. Nous élevons notre voix pour dire que nous sommes bel et bien ici et que nous contrôlons nos terres. Cette commémoration elle a lieu dans un contexte particulier. 30 ans après que la Turquie et l'Arménie ont cessé toute relation diplomatique, les deux pays sont en cours de négociation pour normaliser leurs rapports. Mais pour que les discussions avancent, il faudra certainement que Yerevan renonce à ce que Ankara reconnaisse le génocide. S'ajoutent à cela des tensions au Haut-Karabakh après la défaite militaire de 2020 contre l'Azerbaïdjan. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian se dit prêt à lancer les préparations pour des pourparlers de paix. Une grande partie de la population craint des trop grandes concessions territoriales ainsi qu'un nettoyage ethnique dans la région. Une chose que j'ai apprise avec la dernière guerre de 44 jours, c'est qu'on ne peut pas établir de relations avec la Turquie. Nous devons simplement rester unis, être plus forts et plus grands afin de pouvoir s'opposer à la Turquie et à l'Azerbaïdjan. C'est presque en silence que les manifestants se sont rassemblés pour une prière autour de la flamme éternelle, afin de ne pas oublier le Metz Yerer, le grand crime comme l'appellent les Arméniens. Le génocide est aujourd'hui reconnu par une trentaine d'États à travers le monde. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation et très bonne suite de programme sur notre chaîne. Au revoir.